Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode de Rugby Confidential. Déjà encore une fois, merci beaucoup pour tous les retours sur l'épisode 2. On est après le match France-Fidji, donc bien évidemment on va débriefer tout ça avec Gaël. Comment tu vas déjà, Gaël ? Ça va très bien et toi ? Ouais, ça va bien. On a une petite victoire ce week-end. C'est même si, bon, on va en parler, c'était un petit peu particulier comme match. Ça fait toujours plaisir de débriefer une victoire. C'est plus simple, on va dire. C'est plus simple, évidemment. Et ensuite, on recevra Baptiste Serin, qui va nous faire l'honneur de sa présence. Et ça va être trop bien. Moi, c'est un joueur que j'adore en plus. Après, incroyable. Joueur incroyable. Donc, ça va être trop cool de pouvoir échanger avec lui sur son rugby, comme on a pu le faire avec Cameron. D'ailleurs, les gens ont beaucoup apprécié l'échange qu'on a pu avoir avec Cameron. C'était trop bien de le découvrir un petit peu de cette manière-là. Est-ce qu'on mettrait pas directement les pieds dans le plat, comme on dit ? Allez, c'est parti. On est parti. Bon, la victoire 34-21 face aux Fidji ce week-end à Bordeaux. Déjà, c'était très cool de jouer dans ce stade atlantique. Il y a pas mal de Bordelais en plus qui étaient dans l'équipe, donc j'imagine que eux, ça a dû leur faire particulièrement plaisir. Bon, c'est une victoire qui fait parler. L'opinion publique est assez dure envers les Français, à raison. Oui, c'est vrai qu'il y a une attente autour du 15 de France qui est très forte. Et forcément, quand on ne sort pas un match abouti de A à Z, il y a des critiques et c'est normal. Après, l'Afrique du Sud, c'était déjà le cas. Là, contre les Fidji, c'est aussi le cas parce que c'était un match compliqué à gérer et on n'a pas le résultat escompté. On a la victoire, mais on aurait aimé faire mieux dans la performance et dans les détails. Ouais, en fait, ce qui est, je trouve un peu frustrant, c'est qu'il y a un super début de match où tu te mets directement à l'abri. Tu as l'impression d'être t'es à 21-0. Il va rien t'arriver, on va dire. Et tout doucement, même assez vite finalement, ils reviennent parce qu'il y a un petit switch un peu physique, mais il y a aussi des moments où tu as des manques de lucidité sur des replacements défensifs, sur des hors-jeux de ligne évitables. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup frustré aussi l'opinion publique. C'est des détails ou des choses carrément évitables, quoi. Oui, totalement. On commence très très fort. On marque 3 essais très très rapidement, je crois dans les 20 premières minutes. Donc on se dit, le match, on va le tuer et ça va bien se passer. Et face à ces équipes-là, c'est jamais fini. Et c'est ça qui est dingue. Ils ont tellement de qualités individuelles et collectives maintenant parce qu'ils ont très bien joué face à nous, qui fait qu'ils restent dans le match et ils remarquent très vite après. Et ça nous met des doutes. Comme tu l'as dit, on a été trop indisciplinés, trop d'erreurs assez faciles qui leur ont permis de revenir dans notre camp et de porter le ballon chez nous. Et ça devient dangereux. Donc l'arbitre, forcément, quand il voit qu'on commence à être dominé, il gagne la ligne d'avantage à chaque fois sur toute leur possession. Ceci fait qu'en gros, ça devient très compliqué pour nous de les agresser, de gagner du terrain et de jouer haut chez eux. Parce que justement, ces Fidji ne seraient pas un peu sous-estimés. Il y a Dan Cole, qui a été titulaire lors des 2 matchs de l'Angleterre contre les Fidji, qui, dans le podcast avec Ben Youngs, a dit il y a un manque de respect envers les Fidji. Ils peuvent facilement faire une demi-finale de Coupe du Monde. À noter qu'ils ont fait un match contre l'Angleterre aussi la semaine dernière, où ils ont mis en difficulté les Anglais. On parlait des qualités individuelles notamment. Équipe sous-estimée ou pas ? Mais totalement sous-estimée. Honnêtement, nous, on a la chance de jouer avec eux dans nos championnats. Que ce soit Josh, Celestino qui a fait un match exceptionnel ce week-end, mis à part le carton jaune sur Pierre-Louis Barassi. Il fait un match exceptionnel. Et ils ont un collectif exceptionnel. En tant que joueurs intrinsèquement parlant, ils sont dotés de capacités physiques exceptionnelles. On le sait tous. On parlait souvent du collectif et je trouve qu'ils sont de plus en plus en place. Notamment en attaque et en défense, on le voit, hein, ils ont dominé beaucoup de collisions, ils ont été très costauds, ils ont été pertinents dans leur relance de jeu. Donc franchement, mis à part la touche qui leur ont fait défaut, je trouve, ce week-end, qui les ont mis en difficulté parce qu'ils ont quand même pas mal de possessions hautes dans notre camp, où ils ont perdu énormément de touches, où on a vu qu'ils étaient en difficulté dans ce domaine-là, peut-être un peu la mêlée aussi. Sur toutes les phases de conquête, ils sont encore un peu en difficulté, mais si c'est une équipe qui arrive à régler ça, honnêtement, ils vont devenir redoutables. Et comme le dit Dan Cole, qui est un joueur exceptionnel, c'est une équipe qui a largement le potentiel d'aller plus haut. Donc oui, forcément sous-estimée. Et elle est de plus en plus convaincante. On l'a vu déjà cet été, ils ont gagné l'Écosse. C'est pas rien de gagner l'Écosse. Depuis quelques années, ils gagnent le Pays de Galles aussi. Honnêtement, c'est une équipe qui va devenir redoutable. Elle prend en maturité, elle prend en confiance. Et ils ont des joueurs franchement sensationnels. Donc, la ligne de 3/4, c'est n'importe quoi. C'est un truc de fou. Et honnêtement, on l'a vu contre nous. Beaucoup d'erreurs de défense, mais dû à des plaquages cassés parce qu'ils ont tellement de puissance, tellement de vitesse, tellement d'appui.
qui mettent en difficulté beaucoup de défense. Et on l'a vu contre l'Angleterre. Au final, le score, il est un peu plus lourd contre l'Angleterre, parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont un peu craqué. On sent que physiquement aussi, c'est des joueurs qui jouent beaucoup, etc. Donc on sent qu'ils sont épuisés. La plupart jouent en top 14. Ils jouent en top 14, donc ils jouent énormément. Eux, ils n'ont pas de semaine avant nous où ils peuvent se préparer, donc tout va très vite, etc. Mais on sent que c'est une équipe à tout moment qui peut s'enflammer, quoi. Quand tu vois Vai Nicolo, Tuisova, Ravu Taomada, qui est ton coéquipier du coup au Racing. D'ailleurs, petit point là-dessus, le carton jaune qu'il prend. Oui. Moi, je trouve qu'on est presque dans l'accident de jeu. Parce qu'il est propulsé littéralement sur... Pierre-Louis est propulsé, donc Pierre-Louis Barassi, centre d'équipe de France, qui fait une commotion d'ailleurs sur ce truc-là, où il y a un premier plaquage et ça propulse littéralement le joueur sur l'épaule. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Moi, personnellement, sur le coup, je me dis, c'est dur, mais on est presque dans l'accident de jeu, mais à la fois, je comprends aussi la décision de l'arbitre. J'allais te poser la question, parce que c'est bien d'avoir un point de vue externe. Moi, je pense qu'il devait être plus bas, parce qu'on doit être plus bas dans tous les cas, etc. Après, c'est vrai que c'est des faits de jeu, ça va tellement vite. Pierre-Louis arrive avec une vitesse élevée, beaucoup d'envie, etc. Il tombe sur un mur, parce que c'est quand même des murs, les mecs, et il se fait propulser sur Celestino, qui est un joueur très agressif, très puissant, etc. Les standards font qu'il doit être plus bas. Okay. C'est la règle, c'est comme ça. Ça a été jeune, je trouve que c'est cohérent. Ça aurait pu être un peu rouge aussi, parce que quand même, Pierre-Louis, quand même, il sort sur KO, il en a pour 3 semaines. C'est vrai qu'il était vraiment pas bien après. Donc, la conséquence au rugby d'un geste n'est pas considérée comme au foot, par exemple. Exactement, mais je trouve que c'est un facteur qui doit être important quand même. Si le joueur sort vraiment et qu'il est KO et qu'il a un risque de blessure élevé, voilà. Après, moi je dis ça parce que je suis français, donc forcément je défends. Mais est-ce que ça ouvre pas la porte aux simulations aussi, ça, oui, ça peut ouvrir des portes qui peuvent être négatives, mais là où tu as raison, c'est que jeune, pour moi, c'est quand même cohérent. Ouais. C'est cohérent et c'était, on va dire, le minimum. Il y a la conquête quand même qui a bien fonctionné ce week-end, peut-être un peu mieux que la semaine dernière. On avait parlé, par exemple, j'avais dit la semaine dernière, je trouvais que les touches, ça s'était pas trop mal passé face à l'Afrique du Sud, et tu m'avais dit oui, mais on n'en a pas fait grand-chose. Et là, par contre, on a su quand même transformer. On a fait des ballons portés très pertinents. Il y en a un qui s'est notamment envolé dans les airs dans ce match, c'est Charles Olivon, on y reviendra un petit peu. Cette conquête, elle a quand même fait du bien, elle a permis notamment de bien lancer le jeu sur nos 3 quarts. Ouais, totalement. On marque, je crois, notre premier essai via une percée de Barassi, qui conclut avec Nico Deporter, qui fait un excellent match d'ailleurs ce week-end. Honnêtement, on savait que contre l'Afrique du Sud, ça allait être très compliqué d'exploiter ces ballons-là, parce qu'ils les défendent super bien. Ils ont une expérience collective, on en parle souvent d'expérience collective, mais ils savent défendre ensemble, ils sont cohérents, etc. On sait que les Fidjiens n'ont pas trop ces automatismes-là, donc on savait que c'était un point sur lequel il fallait appuyer. Et ça a plutôt bien marché. C'est ce qui nous a remis quand même dans le match. On marque un ballon porté aussi. Ouais. C'est ce qui a fait qu'on a gagné ce match. C'est qu'on a été cohérent dans ce jeu-là, parce que collectivement, on n'a pas su mettre notre jeu en place. On n'a pas trop gagné nos collisions, etc. On a marqué sur ballon turnover et sur notre conquête. Donc ça, c'est un point positif sur ce match-là. Dans les points négatifs, tu l'as dit juste avant, mais il y a aussi l'indiscipline qui a été un vrai point. Et ce qui est dommage, c'est qu'on est dans une période où on a 20 minutes qui sont totales, on domine les collisions, on est bien. Et puis on sent qu'aux alentours de la 20e, il y a ce switch-là où on commence à manquer de lucidité. Il y a 3 ou 4 fautes qui sont sur des hors-jeux de ligne, qui est vraiment le truc, entre guillemets, de base. Ouais, c'est un peu bête, on va dire. C'est dur de dire ça, mais on appelle ça des fautes inutiles ou des fautes bêtes qu'on peut éviter. Et ça, c'est des choses qu'on doit contrôler. C'est, je pense, beaucoup d'envie, des fois peut-être un peu de précipitation. Ça leur permet de revenir dans notre camp et ça nous met en échec et surtout en difficulté. Donc, c'est ces petites erreurs-là qui leur ont permis de sortir la tête de l'eau. Parce que au final, si tu marques un essai de plus, le match il est plié, ils commencent à baisser la tête, ils n'y croient plus. Le fait qu'ils marquent derrière, qu'ils se rapprochent du score et qui nous mettent en difficulté, fait qu'ils gardent espoir. Et contre des équipes comme ça, il ne faut pas leur laisser d'espoir. C'est ce que je disais avant le match aux gars, avec l'expérience que j'ai sur ça. C'est une équipe qu'il faut noyer dès le début. Et on l'a très bien fait au tout début. Derrière, ils remarquent encore une fois. Donc on se retrouve à 7 points. Et là, tu resserres un peu les fesses, parce que tu te dis, si on remarque là, c'est la catastrophe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on a vraiment eu chaud. Ça, c'est une certitude. C'est la discipline, ça nous a vraiment coûté sur ce match. C'est un point qui nous a coûté quand même sur les 2 derniers matchs. Donc c'est un sujet et il va falloir le travailler, parce que contre l'Australie, ça va être
ça va être costaud aussi. Mais justement, ce type de faute-là, on en a parlé déjà dans les épisodes précédents. On a eu le débat par rapport à le top 14, tous les matchs qu'il y a déjà avant. Est-ce que ces petits manques de lucidité, ces petits trucs-là, ça peut pas être lié aussi parfois au manque de fraîcheur physique qu'on peut avoir à ce moment-là de la saison? Ou c'est vraiment juste, non sur le coup, petit manque de repères collectifs, parfois de confiance, parfois tout ça? Je pense qu'il y a plein de facteurs. C'est très dur de... J'ai pas la science infuse. C'est très dur de dire que c'est à cause de la fraîcheur mentale. C'est parce que on a perdu contre l'Afrique du Sud. C'est parce que si, c'est parce que ça. C'est très dur de l'évaluer. Ce qui est sûr, c'est d'en faire un constat et de se dire que ça fait 2 matchs où ça pêche, où c'est des détails hyper importants dans notre sport. Et on est une équipe plutôt disciplinée. Via l'apport de Jérôme Garcès, dont je t'ai parlé la semaine dernière. D'ailleurs, c'était hyper intéressant. Je sais que les gens ont adoré ce sujet-là. Mais c'est des trucs qu'on travaille et qu'on essaie de cultiver à l'entraînement. Là, je pense qu'on va avoir un retour sur l'arbitrage, des choses à améliorer. Si on veut être arbitré comme une grande équipe, il faut se comporter comme tel. C'est-à-dire que ces erreurs-là, il ne faut pas les faire. Ouais. Les grandes équipes, elles ne doivent pas le faire. Donc, c'est des choses qu'il faut ajuster. On va en parler, on va le travailler pour essayer de progresser sur ce domaine-là face à l'Australie. Bon, on le sait, les Fidji, c'est costaud, ça tape fort, mais ça a aussi du coup fait un petit peu de dégâts dans l'équipe. Ouais. On a du coup Pierre-Louis Barassi qu'on a cité tout à l'heure, centre de Toulouse, qui a fait une commotion. Puis on a eu Émilien Gaëton. Et du coup Nicolas Deporter, il a eu une paire de centres avec 3 joueurs différents. Il a fini avec Jégou. Ils étaient à 2 doigts de te faire rentrer alors que tu étais un joueur supplémentaire. J'étais dans la tribune en costard, je me suis dit, il faut remettre le short et tout, c'est chaud là. Mais faut aller s'échauffer là. Mais ouais, il y a eu beaucoup de dégâts parce que comme tu le sais, comme tout le monde le sait, c'est une équipe très physique, avec des joueurs, on le sait tous, avec beaucoup de puissance, beaucoup d'agressivité, et ça a fait quelques dégâts. Paul Boudéan aussi s'est blessé, ça a fait quand même quelques dégâts. Et même sur les corps, je pense que là, j'ai ressenti hier, sur le retour de Bordeaux, une fatigue physique conséquente, quoi. Pour ça, là, début de semaine, c'est pas mal de régénération, j'imagine. Récup cet après-midi, repos, bien dormir, bien s'alimenter, bien se reposer, beaucoup de soins pour ceux qui ont joué, et puis après c'est reparti demain, quoi. Ce week-end, tu étais donc dans les joueurs supplémentaires, c'est-à-dire que tu n'étais pas dans les 23 de la feuille de match. Non. Est-ce que ça, du coup, c'est de la gestion de temps de jeu, c'est plus un choix tactique du coach? Et justement, avec ton expérience, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? T'apportes un petit peu à ceux qui sont en place? Parce que bon, on avait notamment Nicolas Deporter, c'était sa 6e sélection. Ouais. Tu viens leur apporter des conseils. Comment ça se passe un petit peu tout ça? Déjà, quand tu n'es pas dans le groupe, c'est dû à plein de choses. Soit du turnover, soit des choix tactiques, soit l'envie d'essayer d'autres joueurs qui sont très jeunes et qui ont un fort potentiel, comme Nico, comme Émilien, qui sont des très jeunes joueurs. Ils ont 22 ans, je crois. Donc, c'est vrai que c'est bien aussi d'essayer d'autres joueurs. On ne peut pas tout le temps tout jouer 80 minutes et jouer tous les matchs. Donc, je pense que c'est bien d'avoir de la rotation, surtout quand tu peux te le permettre, sur des tournées comme ça où il n'y a pas un immense enjeu. Et on voit que, par exemple, Nico a pu montrer tout son talent et montrer ses capacités. Donc, je trouve que c'est bien aussi et c'est cohérent d'essayer d'autres joueurs. On a un groupe de 42. Il y aura d'autres turnovers peut-être ce week-end, je sais pas, tu vois, mais c'est bien qu'il y ait du changement. Greg Aldrit n'avait pas joué le premier match, il joue le deuxième match. Donc c'est des exemples, mais je pense que c'est la vie d'un groupe, et l'Angleterre le fait aussi, la Nouvelle-Zélande le fait aussi. C'est jamais le même 15. Bien sûr qu'il y a une ossature assez forte, mais il y a beaucoup de changements dans tous les effectifs. On le voit avec l'Afrique du Sud, hein. Chaque week-end, c'est une équipe différente. Je pense que pour gagner des compétitions, il faut avoir un gros groupe et il faut pouvoir se permettre de faire du turnover. Il y a beaucoup des Fidjiens qui jouent en France, notamment ton coéquipier Tuisova qui a pris un beau raffut d'ailleurs par Nico Deporter. Surprenant. Ah ouais, c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, c'est pas possible, il a mangé quoi, Nico? Mais honnêtement, tu vois, quand j'ai vu l'état du terrain, parce que le stade est sublime, mais le terrain n'était pas incroyable ce week-end. Je connais très bien Josh et je me suis dit, ce terrain, il n'est pas fait pour lui. Ça va lui engorger. Ouais, le terrain était trop mou. Okay. C'est un joueur qui est hyper puissant. Donc si le sol, il est dur, il va envoyer une puissance exceptionnelle. S'il est mou, il n'a pas d'appui fort, quoi. Et c'est un mec il faut qu'il y ait du rebond, tu vois.
Et quand on joue à Paris La Défense Arena, c'est un terrain, c'est un massacre. Tu vois. Oui, il est tellement puissant, tellement explosif que là, ça fait des dégâts. Mais sur des terrains comme ça, il peut pas avoir une puissance d'appui. Donc je me suis dit, bon, déjà, ça va être un peu moins dangereux, tu vois. Et donc, il a été bien contrôlé en vrai, par contre, le reste du match. Enfin, le danger venait pas de lui, plutôt, on va dire. On a fait un gros focus, mais ce qu'il faut se dire, l'attention que tu mets sur lui, c'est-à-dire quand tu mets 2-3 joueurs sur lui, ces 2-3 joueurs, ils sont pas sur un autre joueur. Et c'est le 13 qui en a profité, c'est les Celestino qui en a profité, c'est d'autres joueurs qui en ont profité. Donc c'est vrai que c'est un mec qui sollicite beaucoup d'attention et du coup, plus de joueurs sur lui, quoi. Les Fidjiens, au quotidien, donc il y en a 5 internationaux qui sont dans ton équipe au Racing. Ravuta Omada, Tadji Tadjivalou, ancien palois, Naïtouvi, Abossi et Joshua Tussova qu'on a cité juste avant. C'est particulier quand même la situation des Fidjiens en France. Ils viennent de très loin. C'est une adaptation qui est un peu particulière. Comment ça se passe au quotidien de vivre avec ces joueurs-là ? Honnêtement, c'est des mecs qui apportent énormément de joie de vivre. Ils ont toujours le sourire. La vie est belle pour eux. Ils se régalent. Bien sûr qu'ils sont loin de leur famille, donc ça ne doit pas être évident. Honnêtement, c'est des mecs qui sont très attachés à leur pays, à leurs coutumes, à leurs valeurs, etc. C'est des super gars en général. Ils sont toujours très bienveillants. Ça devient vraiment des amis parce que c'est des mecs qui apportent une joie de vivre exceptionnelle. Après, forcément, quand tu vis à Paris et que tu retournes au Fidji, le temps n'est pas le même. Ah oui, ça. Mais je crois qu'ils s'adaptent plutôt bien. C'est des gars hyper respectés, adorés de tout le monde. Après, c'est pas pareil quand même. Quand ils arrivent ici, au début, il y a un monde, il y a un écart. Mais maintenant, il y a aussi l'expérience de tous ceux qui sont passés avant. Voilà, exactement. Il y a un peu tous les collectifs, on va dire, de Fidjiens qui sont Pour partout. les premiers, ça devait être un peu chaud, je pense. Ouais, c'était, je crois que l'un des premiers, ça a été Sosoni Buka. Sosoni Buka, ouais. Et qui avait, au début, ça avait été un petit peu chaud. Mais il a montré la voie, quoi. Après, tu as des mecs comme Joro Kosoko qui, je sais, qu'il a un rôle important pour la communauté fidjienne en France. Ils font beaucoup de repas entre eux. Je crois que tous les étés, ils se réunissent, où ils font un barbecue ensemble. Ça doit être une folie, ça. Ouais. Mais en vrai, ils ont réussi à créer un lien via Roko Soko, via Botia, je crois. Il y a des mecs comme ça hyper forts. Il y en a beaucoup qui sont passés à Brive aussi, que j'ai pu connaître quand j'y étais. Il y avait Koyama Ibole, le numéro 8, surpuissant à l'époque, qui avait été incroyable. Il y en a eu pas mal, Radik et Diké. Il y a eu pas mal de très bons joueurs fidjiens qui sont passés à Brive. C'est vrai que j'ai pu en côtoyer, notamment quand j'y étais. Mais ils ont une sorte de fraternité entre eux qui est assez exceptionnelle et je trouve ça tellement beau. Honnêtement, ils ont des très très belles valeurs. Ouais, c'est souvent des mecs adorables. J'avais une petite question à te poser. Selon toi, qui a crevé l'écran face aux Fidji ce week-end ? On peut citer Nico Deporter, mais c'est presque facile, un doublé. Tu vois, il est dominant. Je pense que clairement, il t'a sorti du groupe. Je pense que c'est fini pour toi. Non, en vrai, Charles Olivon, il y a pas mal de gens qui avaient, je trouve, des doutes à son sujet. Parce que tu sais, en tant que numéro 4, alors qu'on a moins l'habitude de le voir en numéro 4, mais comme on en a parlé avec Cameron, aujourd'hui c'est des profils qui sont capables d'être en 3e lignelle comme en numéro 4. Ils sont très grands, très aériens, très mobiles, et on l'a totalement vu. Il contre je sais pas combien de touches, ça a été le problème principal des Fidjiens là-dessus. Il contre 2 ou 3 ballons en première mi-temps, puis après balle en main, c'est un mec qui a une puissance, je trouve, phénoménale. Fin de match, il glisse en 3e lignelle. C'est un gars hyper utile dans un groupe, quoi. Et avec les blessures, souvent, on dit que les absents ont tort, on oublie un peu parfois les joueurs assez rapidement au bout de quelques mois. Et là, il a eu une longue blessure, il revient des croisés. Et en fait, le mec, en un match, il explique pourquoi c'est un patron, quoi. Mais en vrai, ce que je trouve exceptionnel chez ce gars, bon, déjà, l'humain, il est incroyable. Mais en dehors de ça, je trouve qu'il a cette force de revenir à chaque fois très vite et très fort. Et il a quand même 2 croisés, il a eu un problème à l'omoplate aussi pendant, je crois, 2 ans. Et à chaque fois, il est revenu. Et je sais qu'à chaque fois que je le vois revenir, je dis, toi, t'es quand même, tu lâcheras jamais. Et c'est un mec qui a cette capacité-là à revenir à chaque fois. C'est un truc de dingue. Là, j'ai vu son match en top 14, parce qu'il a fait un match complet en tant que numéro 4 avant de rejoindre le groupe. Contre nous d'ailleurs, contre le Racing. Ouais, contre le Racing. Et je l'avais trouvé déjà, sur la prise de balle, la puissance, la vitesse qu'il mettait. Pour un premier match, c'est quand même fou. Et c'est pour ça que quand il y a eu son retour, que les gens étaient un peu en mode, le remettre en 4 directement. Je sais pas, j'étais pas très inquiet parce que j'avais vu sa performance et j'étais en mode normalement ça devrait quand même bien se passer. Mais c'est un mec qui est toujours à la hauteur, de toute façon. Il est rarement décevant, il est toujours cohérent dans ce qu'il fait, honnêtement. Et côté Fidji, t'en penses quoi ? Côté fidjien, Vai Nicolo. Exceptionnel. Après, ça on le sait, je veux dire, tu vois en top 14, il suffit de regarder. Et puis c'est des trucs qui partent de rien. Il a une capacité d'accélérer qui est incroyable.
t'es en place défensivement. Il y a une action où il déborde sur Emilien, ensuite il va rentrer dans... C'est Louis, je crois. Louis Bielbiarré. Qui prend un petit cul au passage. Ouais, ça, on l'a vu. Mais en fait, tellement fort dans le duel, dans l'élimination pure et tout, c'est que c'est... Ah, il a des capacités, en plus de répétition, c'est-à-dire que ça, il l'a fait 3, 4, 5 fois dans le match, quoi. Et il montait, je voyais sur tous les coups d'envoi, moi j'étais dans la tribune, je le voyais monter à une vitesse à chaque fois, il était sur tous les ballons. C'est un athlète dedans. Honnêtement, il est assez impressionnant. Et je dirais lui, et j'ai bien aimé Ikani Verret aussi. Très actif, puissant, dans les rucks, il était bien présent aussi, il a été pénible. C'est un vrai bon joueur aussi. Donc voilà les deux qui t'ont vraiment marqué. Je dirais ces deux-là. Est-ce qu'on basculerait pas sur l'Australie ? Allez, let's go. Allez, feu. Alors ce match, mine de rien, il n'est pas anodin non plus, parce qu'il peut, selon un concours de circonstances, j'ai pas le détail exact, éventuellement nous renvoyer sur le chapeau 2 pour la Coupe du Monde, ce qui ferait qu'on ne serait pas tête de série, en gros, pour le tirage de la Coupe du Monde qui est en décembre, si je dis pas de bêtises. C'est une équipe qui va un peu mieux. Après une dernière Coupe du Monde où ça a été très compliqué pour eux. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont allés en... En fait, c'est très cyclique parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont en NRL, qui est le rugby à 13 là-bas, qui est un énorme championnat. C'est le plus gros championnat du monde d'ailleurs de rugby à 13. Et il y a beaucoup de transferts de joueurs. Et souvent, post-Coupe du Monde, les joueurs vont en NRL. Et 1 à 2 ans avant la Coupe du Monde, ils reviennent souvent sur le rugby à 15. D'ailleurs, le rugby à 15, mon frère vient d'Australie. Il est fiancé avec une Australienne, etc. Et il me dit que le rugby à 13, le rugby à 15, est globalement assez impopulaire parce que la NRL continue de grandir. Ils prennent trop de place, quoi. Et c'est vrai qu'ils sont pas saoulés du 15, mais ils n'ont pas forcément la même attente que sur le reste. Les stades sont pleins à 13 et à 15, ils sont complètement vides, quoi. Donc déjà, ça montre... l'engouement autour du 13 là-bas. C'est ça, mais la Coupe du Monde, elle est chez eux en 2027, donc tu es obligé de faire l'effort. Tu es obligé de faire un minimum de trucs, bien sûr. Donc c'est une équipe, comme on a dit, plutôt sur le courant alternatif. Ils ont bien perdu en Irlande, ils ont perdu en Italie. Mais malgré ça, c'est quand même costaud, il y a de bons joueurs. Il faut se méfier de quoi face à cette équipe ? C'est une équipe déjà qui joue depuis un moment ensemble, donc ils ont fait le Four Nations, la tournée d'été. Et là, ils enchaînent la tournée de novembre. Un peu comme les Sudaf. Un peu comme les Sudaf. C'est un peu le même chemin que les Sudaf. Ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe avec énormément d'individualité. Comme tu l'as dit, que ce soit Daniel Atupu qui a signé au Racing 92. Skelton, mais ils ne joueront pas ces deux-là. Je crois que Daniel est blessé et Skelton aussi, est blessé aussi. Mais ça reste une équipe avec énormément d'individualité. Des joueurs exceptionnels. C'est vrai qu'ils sont moins, on va dire, efficaces qu'à un certain moment, mais quand même, ils ont sorti la tête de l'eau et on l'a vu pendant le Four Nations, ils ont fait quand même des sacrés matchs. Ils ont battu les Sudaf. Ils ont battu les Sudaf, ils ont été très costauds, ça joue bien. Là, contre l'Angleterre, la semaine dernière, ils ont perdu, mais quand même, il y a eu des choses très intéressantes. Ce week-end, il y a eu des choses très intéressantes. Ils ont été contrés par les Irlandais, mais ils ont été quand même dangereux. Donc, c'est une équipe à prendre très au sérieux et ça va être un gros match. Il y a un des joueurs qui est un joueur un peu spécial. On parlait justement du rugby à 13 juste avant, c'est Swahili, qui a été racheté notamment par la fédération australienne, parce que là, c'est des joueurs qui sont sous contrat avec la fédération directement. Pas du tout le même fonctionnement. Donc, la fédération a investi sur ce joueur-là pour venir au rugby à 15. C'est un centre, donc tu risques peut-être de faire face à lui. C'est un joueur qui a vraiment des qualités de fou. Est-ce que c'est actuellement l'un des principaux dangers de cette équipe australienne ? Ouais, je pense qu'il fait partie des dangers. Tu as le capitaine qui joue des fois seconde ligne, des fois numéro 8, qui est un joueur exceptionnel, qui est cohérent dans tous ses matchs. Qui fait des matchs toujours... c'est toujours un 8, entre 8 et 10 sur 10. Donc c'est un joueur qui est cohérent, qui apporte énormément de leadership. Ils ont quand même beaucoup d'individualité forte. Mais c'est vrai que c'est celui qui a peut-être le plus de talent, on va dire, dans cet effectif. Donc, si j'ai la chance de jouer contre lui, ça sera un beau duel et il va falloir se préparer parce que c'est quand même un sacré joueur. Ah, bien sûr, dans les joueurs très talentueux, on a éventuellement, c'est pas encore le retour de Nawakani Tawase, qui est aussi un joueur de 13, qui est après la Coupe du Monde a basculé sur la NRL, qui revient dans le groupe australien. Pareil, joueur extrêmement spécial. Il a mis un essai de fou. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Essai de funambule au bord du terrain au rugby à 13.
Celui-là, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à taper ça sur YouTube ou quoi, parce que c'est de la folie. Je pense que c'est un des essais de la saison passée. C'est l'essai de la saison, je crois. Ah ouais, il était. Non, mais il a des qualités pareilles. Ce mec a des qualités de fou. Exceptionnel. Et c'est ce que je dis dans cette équipe, ce qui ressort énormément, c'est que tu as quand même, un peu à l'image des Fidji, c'est une équipe, si collectivement ça se passe bien, ils vont gagner des matchs parce qu'ils ont quand même des individualités très très fortes. Après, c'est toujours pareil, c'est de les contrer, il faut qu'ils jouent haut. C'est toujours les mêmes schémas, mais c'est ce qu'a réussi à faire l'Irlande. C'est pour ça qu'ils ont gagné de 50 points, parce qu'ils les ont mis chez eux, ils les ont super bien contrés, ils ont été cohérents. En défense, ils ont été hyper solides, parce que c'est une équipe qui, offensivement, a énormément d'armes. Ouais, et puis ils jouent beaucoup. Ouais, c'est un peu historique, j'ai envie de dire, par rapport à l'Australie. C'est un peu leur philosophie. Leur identité. C'est une équipe qui joue énormément. Mais justement, tu l'as dit, la clé, ça va être l'occupation et la défense. Donc éventuellement, peut-être pas trop se consommer dans les rugs pour avoir une ligne dense, c'est ça? Pas comme ce week-end, du coup, ouais, où on a gratté beaucoup de rugs. Face à ces équipes-là, aujourd'hui, les mecs, ils sont hyper performants dans les rugs. Donc il faut être un maximum sur les pieds pour pouvoir défendre avec un gros rideau et les agresser. C'est la clé. Donc mettre éventuellement un gratteur si on a un timing, mais pas beaucoup plus en soi. Ouais. Ça sert à rien de se consommer. De toute façon, aujourd'hui, l'arbitre, il récompense très peu l'équipe qui gratte. Il favorise l'attaque. Donc pour moi, ce qui est cohérent, c'est de bien défendre et de les agresser, parce qu'il va falloir être énormément sur les pieds pour pouvoir bien défendre. Et être discipliné. Ça va être un petit peu... ça va être le nerf de la guerre cette semaine, je pense. Ouais, bah oui, j'imagine. Mais bon, tu m'as dit qu'il y a le travail avec Garcès, notamment, à ce niveau-là. J'imagine qu'il va y avoir un... Comment ça se passe? Donc là, vous allez revoir le match avec lui? Il va dire les points, c'est ça? En fait, on débriefe tout le temps le match, ce qui a été, ce qui n'a pas été, les améliorations, notamment au niveau de l'arbitrage. Je pense que ça a été un point noir ce week-end. Donc c'est un truc qu'on va passer du temps, je pense. C'est certain. Alors là, on va prendre un virage à 180 degrés. Et j'ai envie de parler de Pro D2, parce qu'il s'est passé un truc un petit peu particulier ce week-end. C'est qu'on a eu un van Grenoble au Roison Park de Rennes. 30 000 personnes. Ouais, j'ai vu. C'est assez fou. C'est dingue. Pour un match de Pro D2, c'est assez dingue. Et c'est là où on voit toute l'importance du top 14 et de la Pro D2. Ouais. Aujourd'hui, les stades sont pleins. Des équipes comme Vannes qui jouent très bien. Même l'année dernière... en top 14, c'était une équipe qui franchement est belle à voir jouer. Et aujourd'hui, ils arrivent à ramener tout un peuple derrière eux, à fidéliser aussi tout ce peuple et leur donner énormément de plaisir. Donc c'est beau à voir. J'espère qu'ils remonteront en top 14, parce que c'est un club qui je pense, a un avenir radieux. Et c'est un peuple... malgré ce qu'on dit de rugby, donc on le voit, ils les soutiennent énormément, c'est un peuple de fou, quoi. Pour la petite stat, les 15 000 premières places sont parties en 20 minutes. C'est quand même dingue. C'est un concert de... c'est une attraction là-bas, je pense que c'est vrai que c'est des endroits, les provinces, c'est des endroits où c'est différent de Paris. Nous, c'est dur de faire venir du monde, parce que tous les week-ends, tu as 10 000 trucs à faire à Paris. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux aller au Stade Français, tu peux aller au Racing, tu peux aller voir un match du PSG, tu peux aller voir le handball, le basketball, tous les sports qu'il y a, le Paris FC, etc. Or que dans des terres comme ça, tu as soit le club de rugby phare ou le club de foot phare, tu vois. Donc nous, c'est le rugby là-bas, et c'est Vannes, donc c'est magnifique pour eux, je trouve. Pour ceux à qui ça ne parle pas, 30 000 personnes dans le stade. Pour vous donner un ordre d'idée de l'engouement que ça peut être, pour le quart de finale du RC l'année dernière, entre le Leinster et les Scarlets, il y a eu 10 000 personnes à l'Aviva Stadium. Pourquoi tu rigoles? Je rigole, mais non, mais parce que je rigolais parce que la différence, elle est énorme. Nous, c'est un match quand même de Pro D2, donc de 2e division, et on voit qu'on arrive à remplir des stades comme ça, donc c'est quand même magnifique, et il faut le souligner. Je trouve que c'est bien d'en parler, et surtout on voit la montée en puissance de ce club qui est Vannes. Honnêtement, ils se structurent hyper bien, ils sont cohérents dans tout ce qu'ils font, et en plus de ça, il y a une ambiance de dingue, donc ça fait plaisir à voir pour le rugby, et c'est une belle évolution pour ce club. Est-ce qu'on n'accueillerait pas l'invité? Allez, c'est parti. On a la chance de recevoir Baptiste Serin, qui est un ami à moi. On joue ensemble depuis qu'on a 15 ans. On a fait Wellington ensemble, le premier tournoi dont on a parlé dans la deuxième émission. Et c'est un plaisir de te recevoir. Baptiste, c'est 48 sélections. 47 ou 48 ? 48 ? 48 sélections en équipe de France. Il a commencé à l'Union Bordeaux-Bègles, on le sait tous. Et maintenant, joueur au Rugby Club Toulonnais, dont c'est le chouchou. Donc on est trop content de le recevoir. Est-ce qu'il y a une qualité que tu pouvais prendre à Baptiste, tu prendrais quoi? Rugbystique ou rugbystique. Rugbystique, je dirais
son intelligence de jeu. Il a une vision que très peu de joueurs ont. Et humainement, c'est un mec loyal et c'est un mec fiable. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. Tu vas bien déjà? Ben, merci beaucoup, ouais, c'est un plaisir. Ouais, très bien, ça va impeccable. Bah écoute, c'est parfait. On a pas mal de petites questions à te poser sur toi. On a envie d'en savoir un petit peu plus. Et notamment parce que depuis quelques temps, tu es papa. Comment on gère justement le fait d'être joueur professionnel et papa en même temps? Ben, c'est un nouveau rôle complètement différent, je t'avoue. Mais comment on le gère ben, déjà, on apprend tous les jours. Parce que bon, quand c'est quelque chose de nouveau, t'apprends forcément. T'essaies de faire du mieux possible. Je trouve que la grosse différence par rapport à avant, je trouve que tu t'attardes un peu moins sur des choses qui peut-être en valaient la peine avant, mais qui maintenant en valent un peu moins la peine. Moi, j'étais du genre à me prendre un peu la tête quand il y avait des entraînements qui n'allaient pas. Je rentrais, je ruminais un peu plus. Maintenant, c'est vrai que quand ton fils te fait des sourires, des choses comme ça, te prend dans les bras, tu fais des câlins, des choses qui te recentrent un peu plus. Je parle beaucoup moins de rugby à la maison qu'auparavant. Gaël le sait, je suis quand même assez passionné. C'est un truc assez passionné du sport. Mais tu te prends moins la tête, tu te focalises sur des choses un peu plus importantes, on va dire. Tu relativises beaucoup, quoi. Ouais. Alors tu dors un peu moins de temps en temps. Mais bon. Mais là, ça va bien mieux, donc c'est cool. Tu te réveilles pendant la nuit, etc. ou... Alors moi, je faisais les soirs d'après-match, souvent, parce que je dors très peu après les matchs. Et le lendemain, voilà, c'est des jours où après, tu es un peu plus en récup sur le début de semaine, donc je gère à peu près. On a un style de vie quand même qui nous permet aussi de choisir un peu si ta femme est d'accord, c'est toujours pareil, mais elle n'a pas travaillé pendant quelques mois aussi, donc ça a facilité les choses. Et vu qu'elle a allaité aussi, elle avait quand même, le petit a un besoin quand même d'être avec sa mère le plus souvent qu'avec son papa, quoi. Est-ce que tu sens que ça a eu un éventuel impact sur ton jeu aussi? À savoir qu'il y a quand même, pour ceux qui ne le savent pas, une stat qui dit qu'il y a un risque de blessure plus élevé dans les mois qui suivent la naissance d'un enfant. Alors, c'est pas quelque chose que je te souhaite, hein, bien sûr. Mais est-ce que tu sens que ça a changé peut-être quelque chose dans ta manière de jouer aussi? Peut-être moins de prise de risque, même inconsciemment, où tu sens que tu as changé ton comportement? Ou pour le coup, niveau jeu pur, il n'y a pas de différence? J'ai toujours eu un jeu le risque, il faut qu'il se rapproche du plus près de 100%, même si c'est jamais trop le cas. Mais je suis quelqu'un qui va un peu moins au contact que les autres. C'est-à-dire que si je vois quelque chose, il faut que j'aille à 100% et être pratiquement sûr que ça passe. Parce que sinon, j'ai l'impression de perdre un peu les mecs avec qui je joue. Ouais. Mais là où ça a changé, c'est peut-être sur les à côté, en dehors. Je jouais beaucoup au golf, au paddle, tu vois, des trucs comme ça. J'en fais moins. J'ai eu une grosse période où, franchement, à 8h15, j'étais au lit aussi. Donc, bon, ça change un peu. Ah oui. Et tu fais un peu plus attention sur tes récup, où tu l'amplifies un peu plus. Donc, je faisais vachement attention à mon corps. Mais sinon, ouais, dans mon jeu, oui, tu es un peu plus calme, on va dire. Et c'est vrai que ça se ressent. Baptiste, c'est quand même un fort caractère avec beaucoup de nervosité. Il s'est calmé avec le temps et ça se ressent. Je sais pas si c'est dû au petit, mais je pense que ça y joue aussi, tu as raison. Tu as plus de maturité sur plein de choses. Ça se revoit. Est-ce que tu peux me donner ton top 5 des joueurs all-time à ton poste? Genre les goats, quoi. Les GOAT. Je commence sur par le poste 5. de demi-de-mêlée. Oui, dans l'autre que tu veux. Ouais. 5e, 5-4-3-2. Je dirais le Yash. Ouais. Dimitri Ajueli. Immense joueur, là. Je dirais Murray. Ouais. L'Irlandais. Je vais mettre Toto quand même dans les 5. Je vais le mettre 3. C'est dur, hein. Il y a du monde. Hein. En 1, je mets Smith, c'est sûr. Aaron Smith, Aaron ouais. Smith, Le Néo-Zélandais. certain. En 2, c'est dur. Hein. Il y a du monde. Hein. Dur. Gregan. Ouais, Gregan. Ouais, c'est pas mal. Gregan. C'est dur.
C'est dur. Je cherche. Je sais pas, j'ai pas de... T'as pas de numéro 2? Qui c'est qui m'a marqué encore? Je dirais Morgan Parrat. Ouais. Ouais. C'est un C'est sacré joueur. un joueur, Français, ouais. Bras, Un peu dans le même style. Ouais, je dirais Morgan. Si tu pouvais voler une qualité à un joueur, ça serait laquelle et ça serait qui? Un truc que t'as pas et que t'aurais aimé avoir et que tu trouves ça dingue chez un autre joueur. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Mais je dirais la force au contact de Toto, je dirais. Ouais. Voilà. Parce que c'est pas du tout mon style de jeu. Donc si je devais rajouter une corde, ce serait ça, dans mon arc. C'est vrai que ça doit aider quand tu te fais attraper au pré. C'est pour ça. Donc ça me permettrait de tenter un peu plus. Plus de cul, de percu. On va passer un petit peu sur toi. Quel a été le moment où tu te dis, ok, je suis fait pour le rugby? S'il y en a eu un. En fait, ça a été un rêve depuis tout petit. Mais bon, en fait, l'histoire, c'est que quand j'étais dans les écoles primaires, tu sais, tu faisais un bout de papier avec ton nom, prénom et le métier que tu aimerais faire plus tard. Et moi, je m'étais rugbyman professionnel tout le temps. Donc les professeurs, ils me disaient non mais c'est pas un métier. Ah oui, bien Je dis, sûr. oui, Le mais fameux moi c'est discours. mon rêve, donc on verra. Et en fait, quand on s'est connu avec Gaël, donc à 15 ans, on a commencé à rentrer dans les pôles espoirs. Donc Gaël était à Hyères, à Toulon, à Costebel, mais moi j'étais à Talence, à côté de Bordeaux. Et là, tu sens que tu franchis un petit cap, parce que je sortais d'un petit village qui avait 5-6 000 habitants, donc vraiment petit. Et je me dis, bon, mais là, peut-être que je vais passer du bon côté. Après, on a eu les équipes de France. On a eu la chance de suivre un peu le même parcours quand on était jeune. Vite, les équipes de France jeunes, jouer très tôt en première aussi. Donc là, tu commences à passer le cap. Et je dirais, la première fois où j'ai intégré le groupe pro avec l'Union Bordeaux-Bègles, les 18 ans, là, un peu plus comme Gaël, là. Et là, tu te dis, bon, mais là, tu mets un pied. Mais après, voilà, il faut y rester, il faut avoir des concours de circonstances, un peu de chance aussi, parce que je suis arrivé avec un blessé à mon poste aussi. Je l'avais appris, tu vois, ici, à la place de la caméra, pratiquement. Tu vois, donc j'étais là, on était en pôle espoir, en pôle France à l'époque. Enfin, Gaël, toi, tu l'avais fait l'année d'avant, mais... Ouais. Et du coup, je suis parti un mercredi soir, d'ici exactement. Et le jeudi, j'étais avec les pros, un entraînement, et je jouais avec la première juste après. Donc ça, je dirais que ça a été le moment qui m'a fait passer du côté professionnel. C'est vrai que c'est une époque en fait pas si lointaine, mais à la fois la montée des jeunes, c'était Ouais. beaucoup en fait. C'est les conséquences de blessures où vraiment il n'y a pas le choix, on est Ouais, obligé bah, d'aller ça. chercher. C'est souvent ça. Hein. Même s'il y a du talent, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus mélangé avec le groupe Espoir, ce qui offre plus d'opportunités. On en avait parlé notamment avec. T'intègres le groupe plus tôt. Ouais. Mais pareil, moi, ma première sélection, j'étais avec les moins de 20, donc j'étais avec Baptiste. Un mardi soir ou un mercredi soir, on m'appelle et Saint-André me dit là, tu prends tes affaires, tu viens dans l'aile du 15 de France. Et j'arrive, il me dit tu vas jouer ce week-end contre l'Écosse parce que Florian Fritz s'était blessé à l'entraînement. On était au bar. On était au bar et je me dis mais il rigole, je vais jamais jouer. J'ai 18 ans. On Finalement, pas c'est d'alcool. souvent dû à On des était au blessures. bar. Donc on a rigolé, quoi. C'est fou. Est-ce qu'il y a une action dans ta carrière dont tu es le plus fier? Je pense que celle qui m'a fait connaître du grand public, c'est la Chistera contre les Blacks pour Loulou. Je pense que c'est celle-là qui m'a fait connaître. Voilà, moi, c'était ma 5e sélection, il me semble. Je dirais que c'est là où, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment intégré le groupe France aussi. Je suis plus sorti. Après, il y a eu l'arrivée du nouveau staff, donc là, je suis un peu plus sorti. J'ai fait des va-et-vient. Mais ça, c'est l'ancrage de mon passage avec la France, je dirais. Loulou, c'est Louis Picamol. Louis si Picamol, je dis pas pardon. si je dis pas de bêtises. L'ancien sur Loulou. C'est le Loulou. Maintenant, c'est Bielbiarré. Oui, mais avant, c'est pour ça. le que vrai je Loulou, le c'est précise. Le premier Loulou. c'est hein. Picamoles. Un peu plus costaud d'ailleurs que Louis. On passe sur le Fast and Brutal. Allez, c'est parti. Quel est le joueur le plus stylé que tu connaisses dans le rugby? Et à ma gauche. Ah, tu vois, ça me fait plaisir. Si t'as pas dit Cameron, il va être dégoûté par contre. Cameron. Ouais, mais c'est bien, faut pas c'est pas tout le temps lui. Ah Quoi. ouais. Moi, ça change un peu. Non, Gaël s'habille très bien. C'est gentil.
fait plaisir. Match serré, tu préfères plaquer pour sauver l'équipe ou marquer pour faire gagner l'équipe? Faire une passe pour un mec et qui marque. Il est trop altruiste. Non, mais c'est vrai, en plus, je rigole pas, il est vraiment comme ça. Plaquer, ça m'est rarement arrivé. Marquer, ça m'est déjà arrivé, mais franchement, je prends. Si je crée la brèche, je fais marquer un mec, ça c'est. La passe décisive. Plaisir fois 1000. Ouais. Est-ce qu'on sous-estime pas un peu la passe décisive au rugby en vrai? Non, mais c'est vrai, mais parce qu'il y en a énormément. Ça se met moins en valeur, mais c'est vrai que je savais que tu allais me répondre ça parce que tu as toujours été comme ça. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une data, même aux yeux du public, qui arrive de manière un Ouais, peu plus mais récente, mais ça reste très. Tu fais. Ce que j'aime, c'est le mec, ça lui fait plaisir. Tu vois, j'ai une action en tête à Toulon, pardon, je perds sur le côté et en fait, je suis arrivé à 10 mètres de la ligne et je l'ai offert à un pilier, tu vois, et qui avait fait la course. C'était un Géorgien, Beka Gigashvili. Et tu vois, j'ai senti que le mec, il était trop content de marquer. Et tu vois, ça moi, c'est mon plaisir personnel, tu vois. Ouais, bien sûr, Voilà. je comprends. Victoire moche ou défaite glorieuse? Non, victoire moche. Ouais, pareil. C'est un vrai tout compétitif. Non, mais Bah, en victoire, vrai, ouais. en vrai. Mais je pense que, comme tu as dit, il y a des mecs qui préfèrent. Je pense l'inverse. surtout dans le public, en fait. Ouais. Dans le public, ouais. Les gens qui viennent au stade, Quand tu leur t'es- demandes. Et t'as pas le même, t'as pas le même regard que T'as pas le même C'est regard. ça, le c'est public. sûr. Parce que bon, si tu gagnes, t'as gagné ton match, quoi. T'as fait le Exactement, travail à un moment. Avant le match, silence ou musique à fond? Et si oui, quelle musique? Non, déconnade pour moi. Ouais. Bah, il est Ah un ouais. peu, il est un peu comme Cameron Ouais. sur ça. Il a toujours le sourire, il rigole, il déconne. Il est no stress quoi. Dans le vestiaire, c'est. Ouais, je suis très fond du bus, 2-3 saucisses, tu vois, on écoute un peu la musique, voilà, mais bon. Je vais rentrer dans mon match où, quand je vais commencer à me mettre mes patchs, mes trucs pour me préparer, là je vais basculer, tu vois, avec un peu de musique et tout. Mais sinon, dans le bus et tout, j'aime bien. Après, on est d'une génération où ça se prenait un peu moins la tête aussi Ouais, bien avant. Tu sais, avant les matchs, les trucs. Et après, par contre, dès que ça rentrait dans le vestiaire, là, t'as les mecs, t'as l'impression qu'ils étaient formatés, ils étaient prêts à se Ça filer des switch. coups de tremblant. Donc, Alors que là, à Ouais. midi, face aux Fidji ou à l'Afrique du Sud, plus personne parle, tout le monde est concentré Ouais. et tout. Ouais. Et c'est vrai que ce soit Romain Tao, Cameron, Baptiste, moi, on est au fond du bus souvent et on fait les cons, quoi, on rigole. Et des fois, ça peut être mal interprété parce que c'est vrai que dans la nouvelle génération, c'est hyper pro, faut être focus et tout. Et c'est vrai que cette légèreté, des fois, elle est dure à comprendre, mais chacun a sa façon de fonctionner, je pense, et c'est important de garder ce truc-là, quoi. Qu'est-ce que le rugby en un mot pour toi? un mot Ouais. Je dirais solidarité. Et pourquoi, solidarité? Pourquoi solidarité, ça englobe un peu tout, pardon, mais c'est. Tu te crées des amis déjà à l'intérieur forcément de l'équipe, mais tu te crées des amis en dehors. Ouais, bien sûr. On en est, je pense, le cas. Et voilà, solidarité parce que voilà, on s'entraide. On a connu des moments très compliqués aussi avec Gaël, avec la France, même dans nos clubs respectifs et tout. Et je pense que si on est encore là à cet âge-là, c'est qu'on a un peu de mental, un peu de solidarité aussi entre nous. Et voilà, l'unité qu'on fait et tout avec une équipe, je pense que c'est important si tu veux gagner des choses. C'est la première règle. Je suis d'accord. Pour conclure, est-ce que tu peux compléter la phrase « Je deviendrai une légende quand ?» Je sais pas si je deviendrai une légende, mais quand on devient champion de France, je pense. C'est un truc important. Ou si tu es en équipe de France, être champion du monde un jour. Je pense que bon, là, on est avec le maillot bleu, donc on deviendra peut-être légende quand on. Légende, je sais pas si le mot est un peu peut-être trop gros, mais je pense qu'on marquera l'empreinte un peu de l'équipe de France si on devient les premiers à être champion du monde. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. C'était le 3e épisode de Rugby Confidential. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker, à partager, à commenter, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous regardez ou écoutez ça. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci encore, Baptiste. Salut.